Dans la vidéo précédente, nous avons vu très brièvement à quoi correspond la médecine nucléaire. Discipline qui fut mise en œuvre chez l'homme assez rapidement après la découverte de la radioactivité, en particulier avec l'iode 131 pour l'étude et le traitement des pathologies thyroïdiennes. Alors essayons d'entrer un peu plus en profondeur dans le vivant pour comprendre comment les radiopharmaceutiques vont nous permettre d'étudier son fonctionnement. Tout commence donc avec l'administration du radiopharmaceutique qui aura été préalablement préparée dans l'unité de radiopharmacie. Le plus souvent, cette administration est réalisée par voie intraveineuse, mais ce n'est pas du tout une obligation. Le radiopharmaceutique peut être administré par voie orale par exemple. Mais une fois le radiopharmaceutique administré, il nous est impossible de le voir dans l'organisme et de savoir où et en quelle quantité il s'y répartit. En quelque sorte, nous nous trouvons devant une boîte noire et dans cette boîte noire se produisent des millions d'événements biochimiques, physiologiques, le plus souvent à des niveaux microscopiques. Par exemple, sur cette animation, nous allons observer la contraction des cellules contractiles cardiaques, les myocytes, contrôlées par des nerfs. Ces myocytes sont irrigués ou perfusés par les capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux terminant le réseau artériel des coronaires, et qui facilitent les échanges entre le sang et les cellules. L'oxygène, le glucose et de nombreuses autres molécules vont parvenir aux cellules qui nous constituent par cette voie sanguine, en traversant la paroi des capillaires, paroi qui sépare le sang du liquide interstitiel dans lequel baignent toutes les cellules qui nous composent. Pour les molécules qui en sont capables, et ce n'est pas le cas par exemple de l'albumine en bleu ici, une fois cette barrière endothéliale traversée, les molécules auront différents avenirs possibles qui sont fonction de leur capacité ou non à entrer dans la cellule, à être utilisées au sein de la cellule. Certaines molécules se verront dégradées et disparaîtront, d'autres entreront et sortiront de la cellule sans modification. D'autres molécules encore interagiront avec des molécules spécifiques et resteront dans la cellule ou à la surface de la membrane cellulaire. Toutes ces interactions dépendent des propriétés physico-chimiques des molécules et de leur configuration tridimensionnelle. En marquant une de ces molécules avec une balise radioactive, il nous est possible de suivre cette molécule dans son cheminement dans l'organisme et d'analyser là où elle va s'accumuler. Cette méthode peut se comparer aux méthodes de géolocalisation, telles la balise Argos, qui permet de suivre une course au grand large à la voile, comme la Vendée Globe. La balise Argos envoie un message au satellite dédié qui le transmet à un centre d'analyse qui va, à partir du signal reçu, déterminer la position du voilier sur lequel se trouve la balise Argos. Revenons sur ces images scintigraphiques où un radiotraceur à tropisme rénal a été injecté à un patient et suivi au cours du temps par une succession d'images acquises juste après l'injection du radiotraceur et durant 25 minutes. Dans un premier temps, on a vu le radiotraceur arriver au niveau du capillaire sanguin, puis ce traceur étant considéré comme un déchet par le rein, il a été filtré au niveau du glomérule rénal, spécialisé dans la production de l'urine dite primitive, puis ce radiopharmaceutique va se concentrer au long du tubule rénal avant d'être évacué dans la vessie. Sans radiopharmaceutique, il n'y aurait pas de médecine nucléaire. Alors, avant que David nous les détaille un petit peu plus, comment peut-on définir un radiopharmaceutique ? Un radiopharmaceutique est un médicament basé sur la notion de radiotraceur. Il peut être théoriquement divisé en deux parties distinctes, bien que parfois elles soient identiques. Le traceur, ou vecteur, c'est un atome, une molécule ou une nanoparticule qui, administrée à dose infrapharmacologique, trace, suivra une fonction physiologique, reconnaîtra une molécule et s'y fixe, ou sera dégradée par une molécule spécifique, ou encore sera internalisée dans une cellule spécifique car incorporée par un transporteur membranaire présent sur cette cellule. Étant utilisé à dose infrapharmacologique, ce vecteur ne perturbera pas le système biologique étudié, ce qui le différencie d'un agent de contraste utilisé en imagerie anatomique. L'isotope radioactif ou balise, c'est l'équivalent du système de géolocalisation, tel le GPS d'une voiture ou de la balise Argos d'un voilier, qui permet de suivre à la trace la molécule administrée. Dans son utilisation diagnostique, cet isotope radioactif va émettre un signal, un photon gamma,
qui traversera le corps et sera alors récupéré par l'équivalent d'un satellite, la gamma caméra ou la TEP. Avec la détection du photon gamma, la caméra va localiser l'origine de ce photon et va comptabiliser le nombre de photons émis dans les différentes parties du corps, permettant ainsi d'obtenir une cartographie de la répartition du radiopharmaceutique et donc du système d'intérêt biologique, par exemple. Dans son utilisation thérapeutique, l'isotope radioactif lié au vecteur se désintègre en libérant son énergie dans son environnement très proche, tuant les cellules. Dans certains cas, le traceur et l'isotope radioactif sont le même élément. C'est le cas de l'iode par exemple, qui s'accumule dans la thyroïde, car indispensable pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. En remplaçant l'atome d'iode stable par un isotope radioactif tel que l'iode 131 ou l'iode 123, on pourra alors suivre l'utilisation de cet iode par la thyroïde, et ce de façon non invasive. En conclusion, un radiopharmaceutique est un radiotraceur produit dans des normes pharmaceutiques.